Hello tout le monde et bienvenue à ceux qui nous rejoignent aujourd'hui. On est sur le deuxième event de la No Code Week Maestro, où c'est 4 jours où on se rejoint entre midi et deux pour débuter en no code. Et aujourd'hui, on est avec Martin et ce qu'on va voir, c'est un truc très très pratique sur comment on crée un système d'outils no code pour automatiser son CRM. Donc, comme je le disais, on est avec Martin. Je lui laisserai la place de se présenter dans 3 minutes. Et juste avant, moi, j'aurai ce midi, en fait, je vous le disais aussi, ça va être très démo. Martin va montrer d'abord son workflow et ensuite on fera un focus sur une partie spécifique. Et pour que ce focus se soit adapté à ce que vous attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on vous mettra un petit sondage et on vous invitera à voter et à partir de là, on ajustera l'event. Pour ceux dont c'est le premier event sur Maestro, bah, déjà ravi. On fait ça très régulièrement, donc je vous invite à nous suivre. Euh, Vous pouvez bien sûr poser vos questions, c'est très interactif et toutes les questions, ça se pose dans le chat et on les prendra avec Martin au fur et à mesure. Et pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi je suis Marianne et je suis responsable des programmes Maestro. Maestro, c'est l'école du produit et de la tech. En fait, on fait des formations, on a une formation bootcamp Product Manager pour des personnes qui veulent se reconvertir en tant que PM ou alors monter en compétence sur le produit. Et on a aussi une formation no code fois IA, où l'objectif c'est d'avoir toutes les compétences pour se lancer dans le no code de manière professionnelle et booster ses usages avec l'IA. Les dates des prochaines formations, pour ceux que ça intéresse, elles sont affichées sur l'écran. Donc, c'est le 13 mai pour la formation no code. Donc, ça commence assez rapidement. Donc, si vous êtes intéressé, je vous invite à contacter Osvan, qui est responsable des admissions chez nous. Vous avez son mail qui s'affiche juste en bas de l'écran. Et pour les prochaines promos product de juin, c'est également Osvan qui est en charge des admissions. Donc, vous pouvez le contacter pour toute question. Il pourra vous éclairer. Vous allez avoir un petit sondage qui s'affiche sur l'écran. Je vous invite à répondre. Et, euh, et puis, je vais laisser la parole à Martin pour qu'il puisse se présenter et qu'on rentre très vite dans le vif du sujet parce que c'est une heure qui va être riche et chargée et ça va aller vite. Donc, je ferme ça. Hop. Et Martin, je te laisse la place. Je te laisse la place. Parfait. Déjà, bonjour à toutes et à tous et merci à Marianne et à Maestro de m'avoir invité pour cette session. Alors, pour faire un propos assez simple et assez basique, je suis entrepreneur depuis une dizaine d'années, donc j'ai commencé à l'âge de 18 ans. Et quand on commence une structure ou un projet entrepreneurial ou même qu'on est dans une entreprise, on est souvent confronté à plein de processus, plein de choses à accomplir. Souvent des process qui ne sont pas très à haute valeur ajoutée, souvent très simples mais très répétitifs et qui au final transforme un travail qui est un métier de passion en un métier aliénant. On peut prendre en tant qu'entrepreneur l'exemple de la comptabilité. Quand on doit saisir ou stocker ces documents chaque semaine ou chaque jour de ce que l'on a dépensé, au final, c'est 10, 15, 20, 30 minutes perdues alors qu'on aurait pu l'automatiser. Donc, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, le problème, c'est qu'on n'a pas forcément beaucoup d'argent. On ne peut pas payer des structures qui nous font le travail à notre place. Donc, il y a un dilemme entre est-ce que je tiens mal ma comptabilité ou est-ce que je la tiens bien, mais je passe du temps là-dessus et je ne le passe pas à développer mon entreprise. Donc, j'ai eu plein de problèmes, forcément, en tant qu'entrepreneur. Et ce que j'ai voulu faire, c'est automatiser des tâches à faible valeur ajoutée pour pouvoir me concentrer sur l'essentiel, le développement de mon activité et de ma structure, et donc gagner du temps. Et on peut prendre un exemple qui est très répandu aujourd'hui, c'est la réception des factures dans une entreprise. C'est-à-dire que quand on reçoit une facture par mail, souvent on oublie de la traiter, on devait traiter d'autres choses, donc on n'a pas de process qui est clair. Et donc, j'avais mis en place un système il y a quelques années via Typeform où mes prestataires pouvaient uploader leurs factures, mettre leurs informations bancaires. Je recevais tout ça dans un tableau. Je savais quand est-ce que je devais le payer, qui était mon fournisseur. Et donc, j'avais en plus une visibilité totale et complète sur ma comptabilité. Alors, on va parler aujourd'hui d'un sujet qui est assez génial, c'est comment est-ce que l'on peut automatiser son CRM, notamment d'un point de vue de la réunion, la génération d'un compte-rendu et de l'envoi de ce dit compte-rendu aux participants. Avant de commencer, je vais essayer de partager mon écran. Voilà.
Si vous souhaitez échanger avec moi parce que vous avez envie de discuter ou vous avez des questions ou vous avez des projets ou vous avez beaucoup trop d'argent à dépenser pour pouvoir gagner du temps, n'hésitez pas à m'ajouter et à faire appel à moi, c'est toujours avec plaisir. Donc voilà, ça c'est mon LinkedIn. Et on va rentrer dans le vif du sujet des automatisations sur la réunion gestion de CRM et je vais tout expliquer. Hop. Si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à me couper. L'idée, c'est quand même de prendre du temps et que vous puissiez ressortir de là avec une bonne compréhension. Donc, on commence. Alors, qu'est-ce que c'est que le no-code et les automatisations? Le no-code, c'est assez simple. C'est la connexion de différents outils, essentiellement via des API, pour permettre la transmission de données d'une application A à une application B en passant par une application C, ou même à ces différentes applications d'un coup et de venir les connecter à vos outils, dans l'objectif d'automatiser et de pouvoir créer les programmes ou les process que vous souhaitez. Ce qui est important à prendre en compte dans les API et dans le no-code, c'est que c'est très intéressant pour des phases où il y a peu de volume. C'est-à-dire que si demain, vous voulez créer une plateforme pour des millions d'utilisateurs, ce n'est pas une bonne idée de passer par du no-code parce que le no-code vous coûterait finalement plus cher que de passer par vos propres solutions. Donc, il y a une logique à un moment de coût et d'efficacité. Donc, quand vous êtes au début d'un projet, d'un produit, ou même que vous êtes en train de travailler sur des petits process qui ont besoin d'être automatisés, le no-code, c'est absolument parfait. Quand il y a beaucoup de volume, il est plus intéressant d'internaliser, de développer des propres solutions, quitte à utiliser des librairies ouvertes ou des applications payantes, mais qui sont plutôt pour du gros volume. Et là, je vais vous présenter sur la réunion et la gestion du CRM comment ça fonctionne. Donc, il y a plusieurs outils qui sont utilisés. On va d'abord utiliser Make, qui est un système qui est similaire à Zapier, mais qui est aujourd'hui, je considère, beaucoup plus performant, même s'il est plus avancé que Zapier. C'est-à-dire que si vous voulez démarrer et comprendre aujourd'hui les process, utilisez Zapier parce que c'est beaucoup plus pédagogique, beaucoup plus lisible, beaucoup plus simple. Pour autant, Zapier est plus cher et offre finalement moins de possibilités. Donc, on a premièrement Make. On va ensuite avoir Monday. Donc, Monday, c'est une application qui est développée par une boîte israélienne et qui est en fait considéré comme un OS for Work, donc où vous pouvez en fait gérer l'ensemble de vos tâches et de vos travaux, que ce soit de la gestion de projet, de la comptabilité, du stockage de données, de la collaboration. On va ici avoir une requête HTTP qui est en fait un outil. Pas de souci, je zoome. Alors, je zoome là, je suis au maximum. Donc là, on a un outil qui est HTTP qui permet en fait de se connecter directement à une API sans passer par Make. Ça veut dire que si Make n'a pas la fonctionnalité, vous pouvez quand même vous connecter à une API via cet outil-là. On a ensuite OpenAI, donc qui est l'entreprise éditrice de ChatGPT, mais il y a une grande différence entre ChatGPT, la version web que vous utilisez, et la version API. Premièrement, dans la version API, toutes les données que vous faites transiter ne sont pas utilisées pour enrichir le modèle et pour l'entraîner. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir une confidentialité des données. Et deuxièmement, ça veut dire que vous pouvez mettre en place via les API des process qui sont répétitifs et on va en parler. Ici, on a ce qu'on appelle du parsing de JSON qui est issu de Make. Donc, c'est-à-dire que les données qui arrivent normalement dans Make ne sont pas forcément lisibles. Et ça, c'est ce qui va vous permettre de les sélectionner et de les rendre plus lisibles. Et là, enfin, on a encore OpenAI, on a Monday. Ici, on a ce que l'on appelle un routeur qui vous permet en fait de définir différents chemins pour vos données. Et là, il se passe quoi? Ici, on va créer une transcription de la réunion et donc un Google Doc. Ici, on va aller se connecter à Monday sur la partie CRM pour identifier si la personne est déjà existante au sein de notre structure et si elle ne l'est pas. Et ici, on va travailler sur l'envoi d'un email, le compte-rendu. Donc, on va rentrer un peu dans le détail et on va expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, quand on est… ça, c'est mon outil Monday. Donc, c'est… alors, donc, je vais répondre juste l'outil de présentation. Qu'est-ce que vous entendez, David? L'outil de présentation, aujourd'hui, c'est make.com. Donc, make, c'est ce qui vous permet de faire en fait tous les branchements no-code entre les différentes applications et différentes API que vous voulez utiliser. Au niveau du coût d'utilisation d'OpenAI, ça fonctionne par 1000 tokens d'input et 1000 tokens d'output. Donc, 1000 tokens d'input, on est aux alentours de 1 centime les 1000 tokens. Et en output, c'est-à-dire le résultat donné par OpenAI, on est aux alentours de 3 centimes. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que toutes les utilisations no-code que vous pouvez faire vous coûteront toujours moins cher que de l'humain.
si elles sont bien paramétrées et si c'est optimisé. Si vous faites des tâches répétitives, finalement, ça vous coûtera beaucoup plus cher parce que vous auriez pu optimiser la structure de la donnée pour la rendre plus pragmatique. Donc ici, on a eu, et c'est intéressant, je vais mettre comme ça, on a eu un rendez-vous avec Valentine Leroy qui était en date du 6 mars. Donc le contact n'est pas attribué, la personne c'est son adresse mail. Là, on a eu un ID de réunion. Donc ce que j'utilise en système de prise de réunion, ça s'appelle TLDV. Et TLDV, c'est un outil qui permet de faire de l'enregistrement de réunion via Google Meet, Zoom ou Teams et qui va générer une transcription de tous les échanges qui ont eu lieu pendant la réunion avec les participants. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on se rend compte qu'on a un ID de réunion qui correspond à l'enregistrement qui a été fait par TLDV de la réunion sur Google Meet. Donc ça, cette réunion, elle me donne elle me donne des données. Donc, on va aller sur ici et on va faire, là, on va faire en fait une requête à TLDV pour obtenir la transcription de la réunion. C'est-à-dire que TLDV a tout enregistré et on va aller chercher ça avec la valeur ici de la réunion. Et donc, si on fait ça, on obtient ce que l'on appelle un statut code 200. Donc, 200, ça veut dire que la requête a été acceptée et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, si vous voyez d'autres erreurs, des 400 ou autres, c'est que votre code n'est pas bon. Alors, moi, je n'utilise plus d'outils gratuits parce qu'en fait, c'est souvent pas adapté. Je fais en sorte d'optimiser tous mes outils. Donc, sur mes CRM, ma gestion de projet, je vais utiliser que Monday. Je vais utiliser la suite Google pour générer des documents. Vous pouvez aujourd'hui faire des tests en no-code avec des outils qui sont gratuits, mais c'est très limitant. Et au final, la phrase que je vais vous dire, elle est assez vraie. C'est si vous investissez pas dans vos outils, c'est que vous investissez pas en vous. Donc, c'est important de pouvoir tester aujourd'hui des outils gratuits, certes, mais dès que vous avez la possibilité de prendre en payant parce qu'ils ont une utilité pour vous, faites-le. Calculez ce qui est abordable et adapté à votre activité ou à vos missions, mais faites-le parce qu'au final, à la fin, vous allez gagner du temps. Donc, ici, on a reçu cette donnée et là, voilà tout ce qu'on reçoit. Donc là, on va recevoir tout le transcript de la réunion qui s'est dit avec Martin, Valentine et le start time donc, qui correspond aux secondes, aux heures, minutes et secondes, le speaker. Donc là, on voit que les données ne sont pas lisibles. Donc, si on s'amuse à parser les réponses et qu'on refait la même procédure, en parsant les réponses, on va obtenir quelque chose qui est beaucoup plus clair. Alors là, il faut que ça se mette, voilà. Et on va obtenir ça. La data, c'est le premier échange, Martin. Là, techniquement, c'est un article. Le deuxième, ouais, ok, troisième, etc. Donc là, on récupère en fait toutes les données d'une réunion et d'un enregistrement. Est-ce que jusque-là, c'est clair pour tout le monde? Le début du process. Très bien. Donc ensuite, on continue. Ce qui est génial avec l'IA, c'est fantastique, c'est que ça nous fait gagner un temps fou et que ça vous permet d'économiser à peu près toutes les tâches que vous voulez. Mais ça demande une chose, c'est d'avoir une donnée qui est bien structurée, des instructions qui sont très claires et de ne pas surcharger la machine. Prenons un exemple, une métaphore. Aujourd'hui, une intelligence artificielle, c'est un gamin de 3 ans qui a toutes les compétences du monde, mais qui peut se concentrer 10 minutes. Donc, si vous lui envoyez 60 minutes de conversation avec des instructions peu claires, ce sera comme n'importe quel être humain, il va vous donner des réponses de débile. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Donc, on va commencer le process par l'objet de la réunion. Donc là, on met les datas, ici, de la réunion. Qu'est-ce qu'on a dit, pourquoi, comment, toutes les données. Tu es l'assistant personnel de Martin Besson, tu as assisté à une réunion dont la transcription t'a été donnée précédemment, elle est ici. Tu dois rédiger ces éléments. Titre de la réunion doit être clair, mettant en avant la personne avec qui s'est déroulée la réunion ou l'organisation. Objet. L'objet doit être de minimum 500 caractères et doit résumer l'ensemble des éléments. Une petite faute d'ailleurs, on va corriger. L'ensemble des éléments donnés ci-dessus dans la transcription. Catégorie. Tu dois donner la catégorie dans laquelle figure la réunion. Tu dois me rendre le résultat sous forme d'une collection. Collection, c'est un élément de données. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon, en fait, on en a pour 10 jours et mon intervention n'est pas rémunérée, donc je ne peux pas me le permettre. Tu dois me donner la liste des participants qui ont réellement assisté à la réunion. Tu dois utiliser la transcription pour les identifier ainsi que les mails. Il y a 2 différences là-dessus. C'est que vous pouvez avoir une invitation dans Google Meet avec des gens qui ont participé à la réunion et des gens qui étaient invités mais ne sont pas présents. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ceux qui étaient présents dans la réunion. Le résultat doit être en JSON. Ça sous-entend quoi? C'est que si vous donnez un résultat brut, vous n'allez pas pouvoir en fait découper les données pour pouvoir les extraire et pour pouvoir les utiliser. Donc là, on demande du JSON.
Donc, titre de la réunion égale au label titre réunion, objet de la réunion, objet réunion, catégorie réunion, participant, mail 1, mail 2, etc. On va faire un test ici. On va activer le process et je vais me rendre ici et je vais faire, on va passer ça en, on va mettre ça en cours. Et si je ne dis pas de bêtises, hop, voilà, ça s'est lancé. Mais parce qu'on a mis le label, tant que le label génération, c'est pas génération qui est fait, le process ne s'active pas. Donc ça permet aussi de maîtriser vos process et d'éviter de les lancer en fait à tout bout de champ. Il faut penser à des filtres. Si je n'ai pas mis génération, le process ne se lance pas. Donc je vais recommencer, on va mettre génération pour tester. Donc génération, et là, qu'est-ce qui se passe? Hop, voilà, là ça se lance. Donc évidemment, c'est génial de présenter des trucs quand il y a des erreurs. J'adore ça. Là, c'est normal, c'est que j'avais parsé les réponses, donc techniquement, je ne dois pas les avoir parsées parce que j'ai besoin d'avoir les données en brut, donc pas parsées. Donc ça, j'y reviendrai. Donc je vais recommencer pour revenir à la configuration qui était initiale. Hop, et on recommence. Ce qu'il faut aussi savoir dans le no-code ou dans les automatisations, c'est beaucoup de process itératifs et c'est beaucoup de choses qui doivent recommencer et qui doivent être retravaillées en permanence. Donc là, vous voyez, le process, il est en train de se lancer. Donc, on a récupéré les données de la transcription. On va avoir là une API. On a demandé à OpenAI de nous donner l'objet de la type de la réunion. Donc, ils sont en train de mouliner. Donc, il est en train d'analyser toute la transcription et tout ce qui s'est dit. Jusque-là, c'est clair ? Pas trop. Alors, François, si ça ne l'est pas, n'hésitez pas à me poser des questions ou autres, à prendre le temps de l'écrire. Je prendrai le temps de vous répondre. Donc, on a récupéré là les données de la réunion. On envoie ça à OpenAI avec le message suivant. T'es l'assistant, je veux les données. Et ici, qu'est-ce que ça va nous dire? En usage, en content, ça va nous répondre ça. Donc là, on a les données, ça c'est du JSON. C'est un modèle de données d'écriture qui va permettre ici de récupérer titre la réunion, objet. Donc le titre, révision des contenus éditoriaux avec Valentine Leroy. La réunion entre Martin Besson a été consacrée à la révision des processus éditoriaux et à la définition des futures tâches de rédaction. Martin, Guy et Valentine à travers la modification d'articles, ajout de tags, etc. sur les travaux qu'on est en train de faire. Les catégories de la réunion qui ont été définies par l'intelligence artificielle, éditoriale, planification, stratégie de contenu. Les participants, Valentine Leroy, nom de domaine générique, et on y reviendra. Et enfin, mail, prénom, Martin Besson, ça c'est moi, et c'est normal que rien ne soit fourni puisque c'est moi qui ai généré la réunion. Là, on est sur Make, Françoise. Alors, je vais réexpliquer. Ensuite, on a les prochaines étapes qui ont été données. Pareil. Donc là, on dit prochaines étapes. Là, on a fait un système dedans. Où on demande, là, on envoie toute la transcription de la réunion et on va demander à l'intelligence artificielle de dire, t'es l'assistant. Tu dois dire, identifier et rédiger toutes les prochaines étapes avec des titres et des variables, avec titre de la réunion, responsable, etc., haute, moyenne, l'organisation, etc. Et là, on a tout qui est en train de mouliner. Donc, ensuite, on fait la même chose avec les problèmes-solutions, la même chose avec les recommandations. Et là, on va créer un update. L'update va être rattaché en fait à l'objet de la réunion sur Monday, où là, on a dit, je veux que tu me génères une note. Tout le process va générer une note de réunion qui va être rattachée à Monday. Et ça, on va le voir dans quelques instants. Donc là, on attend que ça mouline. Ça prend du temps, mais c'est toujours beaucoup plus rapide que si on demandait à un être humain. Donc ça, il faut toujours être aussi relativement patient là-dessus. Ce n'est pas parce qu'on met en place des process que forcément ça va être instantané. Ça prend du temps en termes de construction, en termes de consolidation, en termes d'itération. Mais une fois que le process est bien fait, qu'on a défini les bonnes valeurs et les bons éléments qu'on voulait, eh bien, ça va tout de suite plus vite. Donc là, on va revenir là-dessus et on voit qu'à l'instant, il y a une génération de notes qui a été faite. Objet de la réunion, ce qu'on a demandé, la liste des problèmes. Donc, liste des problèmes, problème 1, solution, problème 2, etc., etc. Et là, on voit que ça dit, Valentine, description équilibrée, l'usage de l'écriture inclusive pour les éligibles tout en étant inclusif, citation permanente, priorité moyenne, organisation concernée, tremplin, autres personnes pouvant intervenir, Martin. Donc, ça m'a généré tout le compte-rendu de la réunion avec la liste des idées, l'assistance technique pour la signature des contrats, parce qu'on a parlé de certains sujets. Donc, ça permet en fait d'avoir suffisamment d'éléments, d'extraire tous les éléments dont on a discuté durant la réunion. Donc, si on revient ensuite là-dessus, il s'est passé quoi? Là, on est allé récupérer à nouveau
le meeting de TLDV, les transcriptions. Alors, Pierre, c'est pas un texte sous chat, c'est utilisé en API, donc en fait, ça passe directement par les API d'OpenAI. Et c'est pas moi, en fait, c'est-à-dire qu'à chaque fois, peu importe le nombre de réunions que j'ai, ce sera toujours le même processus qui va être déclenché. Et donc, ce que j'ai fait une fois, en appuyant ensuite sur des boutons, ça me le fera toujours. Donc, j'ai investi 2 jours de boulot là-dessus pour que je n'ai plus jamais de compte-rendu à faire par la suite. Donc, c'est même pas avec pardon, le texte sous chat, vous entendez quoi? Vous parlez de OpenAI ou alors vous parlez en fait de TLDV? Ce que je peux montrer par exemple là-dessus, c'était avec Valentine en l'occurrence. Quel est le déclencheur dans l'ensemble de la séquence? Alors, non. On va y revenir pour expliquer. Je reviens là-dessus. Quand j'ai une réunion qui est faite avec TLDV, ou je fais une réunion Google Meet, la réunion va apparaître ici. Elle apparaît ici, elle se crée ici. Quand j'appuie sur le système de génération, c'est là où ça lance le process. C'est-à-dire que tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton, pardon à nouveau, elle arrive ici la réunion, et tant que je n'ai pas appuyé sur le bouton génération, ça ne va pas lancer la génération de la synthèse, du mail, etc. Donc, c'est moi qui décide. Et alors, Pierre, l'outil s'appelle TLDV, il est ici. Et là, en fait, vous pouvez récupérer justement tous les contenus et tous les éléments, toutes les réunions que vous faites sont enregistrées, etc. Donc là, je prends l'exemple avec Valentine, j'ai une transcription de la réunion en vidéo. J'ai globalement tout ce qui s'est dit. Et moi, ce qui m'intéresse à chaque fois en fait à récupérer, c'est toute cette note de transcription que je viens récupérer ici. Donc, on va revenir là-dessus. Tant que je n'appuie pas sur le bouton génération dans Monday, ça ne se déclenche pas et ça ne s'enclenche pas. Je viens récupérer TLDV, je mets les données pour l'objectif de réunion, les prochaines étapes, les problèmes solutions, les recommandations, etc. Ici, je viens récupérer les éléments de TLDV et je fais ce qu'on appelle un itérator. Je veux le premier élément start, donc ça va me donner ça, ces éléments. Derrière, je les agrège en faisant des fonctions qui vont calculer le temps et l'heure, parce que c'est parce que TLDV ne me le donne pas de la bonne manière. Derrière, je crée un Google Doc en automatique, réunion du, prenons l'exemple 23 avril, transcription de la réunion. Je choisis le drive avec les nouvelles locations. J'agrège le coût de la valeur des tokens, combien ça m'a coûté. Donc, en l'occurrence, cette réunion aurait dû me coûter environ 30 centimes à générer en compte rendu, voilà, avec l'API. Et enfin, je mets à jour sur Monday la transcription, l'ID Google Doc, le nom, le tag, etc., pour recentraliser toutes les données. Ici, c'est passé un autre truc. Ensuite, là, on a la génération de la transcription dans un Google Doc. Ici, on est allé chercher les personnes qui ont participé à la réunion. D'accord? Donc là, on avait Valentine. On va chercher dans Monday, dans mon tableau contact, si le mail est existant. Si le mail est existant, alors à ce moment-là, on rentre contact, le contact a été trouvé. On va mettre à jour l'ID, le contact, en disant qu'il y a eu une nouvelle réunion avec cette personne. On va aller chercher le nom de domaine pour savoir si c'est une organisation ou pas. Donc, si ce n'est pas un mail générique, un Gmail, si ce n'est pas un Gmail, un Yahoo ou autre, on va pouvoir créer le client ou l'organisation. Et donc, voilà ce qui se passe. Et enfin, ici, on a une requête qui va aller sur le site internet de la personne et va aller analyser, récupérer les réseaux sociaux pour que demain, si j'ai envie de scraper toute l'organisation et trouver toutes les personnes qui m'intéressent, j'ai juste à appuyer sur un bouton pour que ça aille me screener tout LinkedIn et me choper toutes les personnes appartenant à cette entreprise. Donc là, c'est la même chose en haut, mais si le contact a été trouvé. Et là, on voit que le contact n'a pas été trouvé. Et si on screen, eh bien, on voit qu'il y a une erreur. Donc ça, c'est un process que je dois retravailler. Enfin, ici, on fait la même chose. L'objet de la réunion, catégorie les participants, ici. On continue pour choper les mails qu'on a identifiés, donc celui de Valentine. On agrège s'il y en a plusieurs. On reparse les données avec l'objet du mail, le corps du mail pour rédiger. Et enfin, je vais aller sur ma boîte mail, mais pour vous montrer.
Voilà, on va partager ça et voilà ce qui s'est passé. J'ai généré automatiquement un mail brouillon de compte-rendu que je relis évidemment. Même si les intelligences artificielles sont très performantes, c'est toujours important de vérifier derrière pour éviter de raconter des conneries, notamment des éléments dans la réunion qui n'auraient pas dû surgir. Prenons un exemple. Donc, merci pour la note productive que nous avons eue récemment. La qualité des échanges, la collaboration sur les différents sujets éditoriaux ont été les plus enrichissantes. Pour poursuivre notre travail, les prochaines étapes à réaliser pour Martin Besson, validation, nanana. Il y a également des tâches assignées aux autres personnes présentes qui sont intimement liées au travail de Martin Besson, finalisation, signature. Merci à tous. Voilà. Alors, Juliette, évidemment, on passe par les API, donc tant que c'est toujours le même sujet. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous travaillez avec des outils et des outils qui ne sont pas à vous, s'il y a un problème de l'autre côté, ça devient finalement votre problème. Mais c'est le même sujet qu'avec un Google, que Google, la suite Google pour les organisations, que Microsoft ou autre. Et après, vous avez la possibilité dans Make, vu que ça passe par Make, de rendre les données anonymes et confidentielles. Mais c'est beaucoup plus difficile par la suite. Et donc ça, c'est à faire. Une fois que le processus a été déployé, vous pouvez les sécuriser pour que Make n'y ait pas accès. Voilà. Donc, c'est à peu près tout sur l'ensemble, sur ce process-là. Donc, ce que je peux vous proposer, c'est que vous me posiez des questions si vous n'avez pas compris certains éléments. Et derrière, on pourrait rentrer, si je ne dis pas de bêtises, Marianne, dans un cas un peu plus pratique. Carrément, on prend vos questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires et on va ensuite lancer un sondage avec 3 options. Et vous allez pouvoir décider de ce qu'on voit ensuite pour le focus. Normalement, il y a un sondage qui va être... Je vois donc le point d'entrée et le record vocal. Alors oui et non, en fait, le point d'entrée, je vous laisse choisir ce que vous souhaiteriez que je vous présente ensuite. Donc ça, c'était un peu un propos liminaire sur l'explication, etc. On va rentrer ensuite beaucoup plus dans le détail. Et ensuite, pour répondre, Nabil, alors, puis-je le faire via mon téléphone en mode espion? 1, c'est pas légal. 2, c'est vraiment pas légal parce que n'importe quelle personne qui est aujourd'hui enregistrée dans une conversation doit pouvoir le savoir. Et ensuite, ça dépend ensuite des autres outils que vous utilisez. Moi, j'utilise en l'occurrence TLDV, qui est un bot qui est affiché dans les réunions. Et en fait, ce qui déclenche le truc, c'est le fait que j'ai fait une réunion avec TLDV. Ça le déclenche, ça me le crée dans Monday. J'ai les éléments dans Monday, j'appuie sur générer. Et là, ça me lance tout ce process. Liam, comment est-ce que tu paramètres une requête HTTP? Alors, une requête HTTP, est-ce que tu pourrais me donner un exemple d'outil, s'il te plaît? Enfin, s'il vous plaît. Et ensuite, Gustavo, est-ce qu'il y a un process de vérification de données, des données qui sont créées dans le CRM? Techniquement, je me suis assuré dans les process de la solidité, de la validité des données. Donc, il y a des éléments de filtre, mais oui, les données sont validées. Il y a un plugin, oui, il y a un plugin TLDV pour Teams. L'outil coûte aujourd'hui 20 € version payante et vous pouvez l'utiliser en version gratuite. Donc, il n'y a pas de problème non plus pour le faire. Comment je me suis formé aux outils avec beaucoup de sueur, de larmes, de crispation, de dépression. Et ça fait 10 ans que je fais ça pour simplement gagner du temps et faire gagner du temps aux organisations avec lesquelles je peux travailler. L'objectif, ça a toujours été, en fait, j'aime résoudre des problèmes j'aime résoudre des problèmes et trouver des solutions. Je déteste je déteste dire ça n'existe pas ou c'est pas possible. Pour moi, tout est possible. Ça dépend juste des moyens et l'énergie que tu mets dedans. Donc, quand je dis moyens, c'est aussi l'argent. Et je suis en autodidacte, donc j'ai toujours aimé me former là-dessus. Alors, Juliette, est-ce que ça fonctionne sur des replays, sur les sites internet? Alors après, on peut rentrer dans la logique de scrapping, mais on peut en parler après. Mais oui, c'est faisable. En fait, en soi, tout est possible. Aujourd'hui, il y a tous les outils qui existent. Et d'ailleurs, ce qui est génial avec le no-code ou avec les API, c'est que vous n'avez pas besoin de réinventer la roue pour créer de nouveaux outils ou de nouveaux usages ou de nouvelles innovations. Il y a plein d'outils qui existent à droite à gauche. Au total, quel est le coût de ce process en entier? Alors, pour finir juste sur la question du no-code, ça ne sert à rien de créer des nouveaux outils quand il y a des outils qui permettent déjà de le faire. Après, c'est comment vous les connectez, c'est ça la véritable innovation. Et aujourd'hui, pour développer ce process, moi j'ai mis 3 jours, mais avec les connaissances que j'ai, donc si je dois le mettre en place pour une organisation,
C'est évidemment sur devis, comprendre ce que vous voulez, comment, et une phase d'audit. Maintenant, ce process en termes de coût pour générer juste une note de réunion, la note de réunion avec le compte-rendu, le mail, la mise à jour CRM, ça me coûte 30 centimes. Sachant que je dois faire peut-être 20 réunions, on va dire plutôt 50 euros on va dire que ce process, cet outil me coûte 50 euros par mois, avec les outils, les éléments que j'ai branchés. Alors ensuite, Liam, je veux scraper une banque de données type IMDB ou JustWatch. Bon, allez, on va faire par exemple IMDB API. New IMDB, nanana, Red or New Hop. Par exemple, on va aller là-dessus. Donc là, tu peux avoir des données. Et en fait, ce qu'il faut, Liam, ce qu'il faut faire, c'est comprendre comment fonctionne l'API. Et ensuite, tu fais une requête. Donc, une requête, tu as deux choses. Tu as get, tu as post, tu as put. Get, tu viens récupérer une entrée que tu souhaitais. Post, tu viens publier une nouvelle entrée. Donc, à partir du moment où tu sais ce que tu veux, tu as un certain nombre de filtres. Tu as une clé API. Tu reçois généralement les données sous forme de JSON. Tu dois les parser et puis ensuite, tu fais ce que tu veux avec. Voilà. Quelle API je pourrais montrer, par exemple, là-dessus par exemple, on va prendre Scrapper API, par exemple. On va prendre cet outil. Donc, Scrapper API, c'est un outil qui va sur un site Internet et va afficher des pages web. Vous avez une documentation ici qui est donnée, donc on va plutôt parler en C-curl. Donc, par exemple, l'API endpoint, vous avez là la requête HTTP. Donc, la requête qui doit être faite, c'est ça. La requête, votre clé API qui est secrète et qui permet de vous identifier dans leur système parce que vous êtes rattaché à un compte, la page web que vous voulez scraper et ça va vous donner l'élément. Donc, je ne peux pas vous montrer les requêtes parce que j'ai mes clés API qui sont affichées et ça m'embêterait un petit peu que je me fasse voler mes clés API et que vous puissiez les utiliser, surtout que c'est fait en visio. Donc, je ne peux pas trop vous montrer. Mais, Liam, si tu as l'envie ou qu'on prenne 5 minutes dans la semaine ou plus tard, avec plaisir pour te le montrer et t'expliquer comment ça marche. Alors, Hakim, ça c'est vachement intéressant ce dont tu parles. Ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez modélisé un process pour l'un, vous pouvez très bien les faire pour d'autres. Et ça, c'est cool. Et ça s'appelle du blueprint. Donc, on va faire un export de blueprint. Donc là, vous le voyez, j'ai exporté l'élément. Et si je vous montre ce que ça donne, donc je vais juste partager, quelque chose d'autre. Je vais vous partager un peu un élément. Il est où la fenêtre? Tac, tac, tac. C'est où mon truc? Voilà. Vous pouvez exporter aujourd'hui vos données make, vos process comme ça. Et vous voyez que là, en fait, tout le process make que j'ai rédigé, voilà, ça c'est le code. C'est le code make. Et ça, vous pouvez tout réexploiter derrière et le réimporter dans d'autres organisations en fonction de ce que vous voulez faire. Alors, pourquoi utiliser make plutôt qu'un autre outil no-code? Parce que Zapier coûte une fortune. Parce que Zapier n'est pas aussi flexible, c'est-à-dire que je ne peux pas faire sur Zapier ce que j'ai fait ici. Ce serait beaucoup trop compliqué, trop contraignant, ce n'est pas assez fluide. Après, il y a d'autres outils qui utilisent. Moi, je sais que j'utilise Make, je me forme à d'autres outils également, mais vous avez la liberté d'utiliser à peu près ce que vous voulez. L'idée est plutôt de dire, est-ce que ça correspond à vos ambitions, à vos envies? Et il y a plein d'outils. Ce qu'il faut retenir, voilà, c'est qu'il y a plein d'outils qui existent pour toutes les envies. Ensuite, voilà, il y a Zapier ou N8N. Nabil, si tu veux mon process, etc., je serais ravi de te le vendre. Voilà. Ça, c'est un autre élément aussi à prendre en compte dans ce que vous faites dans le no-code. Les gens peuvent dire, ouais, c'est du no-code, je peux le faire. Moi, j'invite les gens qui pensent pouvoir le faire à le faire. J'évite de dépenser du temps et puis généralement, les process sont plus adaptés. François, ça dépend de la structure, ça dépend de ce que vous voulez. Il y a plein de solutions qui existent. Il y a plein de solutions pour tous les types de budgets. Je peux travailler pour une structure, par exemple, qui souhaite faire de l'OSINT. Donc, qu'est-ce que c'est de l'OSINT? C'est de l'écoute sur le web et de récupérer les informations. Où il me demande de récupérer les informations sur des individus pour préparer des notes commerciales. Le projet peut aller de 5 000 € à 100 000 € en fonction de la complexité des données utilisées, des outils utilisés. Comme, je ne sais pas ce qu'on a décidé, Marianne, sur le prochain outil. C'est quoi les résultats du… Pardon, ça a un peu coupé, je me déco.
Je me suis déconnectée. Pas de souci. C'est quoi le focus qu'on doit faire ensuite? Selon les résultats du sondage, c'est assez serré. C'est même très serré parce que c'est 42 et 44%. Mhm. Il y en a qui n'ont pas voté, je vous invite à le faire tout de suite, parce que ça va être très déterminant. Parce que c'est 21 et 22 réponses. Ok. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt sur le sujet sur la génération de prospects. Ok, ben on va pouvoir y aller. Alors, pour expliquer là-dessus, comme je le disais, il y a des process qui peuvent être simples à mettre en œuvre ou à mettre en place. Je n'ai pas de prix défini. J'essaye aussi d'avoir des prix en fonction des organisations et surtout, un sujet qui est important, c'est plus vous êtes clair, mais ça, ce que je peux vous inviter à faire si ça vous intéresse, c'est vous envoyer, comment dire, vous pouvez prendre contact avec moi sur martin@besson.org si vous avez des besoins. Et moi, je peux vous envoyer un questionnaire avec tous les éléments si vous avez besoin de mettre en place des process ou que je vous explique comment le faire. Et je serai ravi si vous avez des besoins de formation de le faire avec Maestro. Je ne vais pas leur piquer leur boulot de formation, ce n'est pas le but. Mais je pourrais vous expliquer ces éléments, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Sur la partie, et on va y aller, et ça c'est fun à faire, c'est sur la partie de l'acquisition des personnes entreprises. Comment ça marche? On va aller prendre cet exemple-là ici avec ce que j'avais fait pour un ami, Sébastien Coulmans en l'occurrence. Ce qu'on définit, c'est ça. On définit aujourd'hui les entreprises qui nous intéressent. Donc une entreprise, elle a forcément une présence sur LinkedIn. Donc on a des données comme Econovia, par exemple. Voilà, ça c'est l'entreprise. Ce qui se passe là-dedans, c'est que quand on va enclencher le processus, on va dire acquisition. Donc, en l'occurrence, on va cliquer sur acquisition en cours. On peut prendre un exemple, même si je crois que je n'ai pas tout branché. Donc, est-ce que vous m'accordez juste du temps pour que je puisse rebrancher les éléments? OK, hop. On va aller ici, hop, se connecter, acquisition des employés. En attendant, Martin, si je peux un peu prendre, peut-être pour prendre un peu ce temps. Pour info, ce que vous montre Martin, c'est très avancé. C'est, enfin, au moins avancé, même si on peut faire encore plus compliqué. Mais c'est parce qu'en fait, Martin, il fait ça, et vous l'avez dit tout à l'heure, depuis 10 ans. Et en fait, avant, il y a tout un tas d'étapes pour bien progresser, notamment comment fonctionnent les outils. Ce qui vous aidera à débugger si jamais. Et en fait, toi, Martin, tu l'as pris en autodidacte. Je pense que c'est possible, en vrai. Après, c'est dur. Mais en fait, apprendre des autres, ça vous fait aussi gagner du temps. Parce que c'est des gens qui ont déjà fait les erreurs. Et en fait, c'est pour ça que nous, dans notre formation, c'est que des experts. C'est des gens qui font du no-code depuis super longtemps et qui vous donnent en fait tous les raccourcis pour y arriver. Alors, est-ce que vous pouvez me donner le nom d'une entreprise, s'il vous plaît? N'importe laquelle. Alors, une petite entreprise de préférence, parce que si on se lance dans un process qui est trop gros, ça va être très chiant. Voilà, mais voilà, en fait, pareil, si vous avez l'occasion de vous former, profitez-en pour le faire, parce que moi, j'ai fait tellement d'erreurs et j'ai tellement galéré que j'ai jamais été très scolaire et je le regrette aujourd'hui. J'ai jamais fait d'études et disons que certains, on peut gagner du temps et j'aurais préféré avoir l'humilité quand j'étais plus jeune de me dire qu'en fait les études ça m'apportait plein de choses et que je pouvais apprendre plein de trucs et que les professeurs ou que les organismes de formation n'étaient pas tous des cons. Et ça j'aurais aimé le savoir parce que ça m'aurait fait gagner du temps et ça permet surtout d'avoir une pensée qui est plus structurée, ce que j'ai gagné au fur et à mesure. Donc on va prendre Enercop. Donc là, on va aller sur ici et on va faire Enercop, donc l'entreprise qui est ici. Et on voit que l'entreprise Enercop, il y a entre 50 et 200 employés. Donc on revient ici. On va aller là, on va noter Enercop. On va mettre, il n'y a pas de contact, on a le LinkedIn. Ce qui va nous intéresser aussi sur Enercop, c'est potentiellement, donc ça on peut l'automatiser dans le futur aussi, je le précise. On va aller chercher leur site internet là-dessus. Et puis, on va faire un test là-dessus. On va expliquer. Donc là, on active ça. Donc moi, là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'acquisition Enercop. Donc voilà. Donc là, ça se lance. C'est en train de se lancer. Ça s'est lancé.
Ça m'a fait une requête sur Phantom Buster que j'utilise, qui est un outil de scrapping, et on voit que le running est en cours. Donc là, c'est en train de se run. Donc, c'est en train de faire l'acquisition de tous les profils LinkedIn qui appartiennent à l'entreprise. Ensuite, voilà, ça, on va être bon. Ça, ce sera bon. Je regarde un peu encore les données, etc., pour ne pas dire de conneries. Et puis, en fait, ça va être… Donc là, on est en train de… C'est fantastique à chaque fois de présenter un truc et de ne pas savoir si ça fonctionnait. Ça fait longtemps que je ne l'avais pas activé. Donc là, on a… Voilà, en fait, ça aussi, ça à prendre en compte. C'est que la question en fait, des erreurs ou la question des process, en fait, quand vous ne les utilisez pas depuis un certain temps ou quand les outils changent de configuration des outils que vous utilisez, bah, parfois la configuration initiale que vous avez mis en place ne fonctionne plus forcément après. Donc là, ils me disent quoi? Hop, back to console, setup, save, save, save. On va refaire un test ici. Ah là là. Donc là, j'ai relancé. Hop. OK. Donc là, c'est en train de se lancer normalement. Alors, nous deux, il existe chacun une reco, j'ai noté mail. Alors, vous en avez plein, Sophie, des outils. Enfin, il y en a énormément qui utilisent à chaque fois en fonction de vos besoins. Donc, en fait, si vous avez envie d'automatiser aujourd'hui quelque chose, le plus simple que je peux vous dire, c'est vous mapper les données. Ça veut dire quoi? Donc là, vous voyez que les profils, on est en train de les choper là. Ça, c'est en train. Donc, on est à la page 9, on en a job repris 90. Si vous voulez prendre, comment dire, si vous voulez mapper vos processus, c'est assez simple. Vous donnez les données que vous voulez, quelles données vous voulez en entrée, quelles données vous voulez en sortie. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Vous notez tout ça, ce qu'on appelle les user stories. Je veux que quand un client m'envoie ou un fournisseur m'envoie une facture, la facture soit envoyée sur une adresse mail, que je puisse récupérer le mail et que je puisse ensuite traiter la facture et l'intégrer dans mon système de comptabilité avec une prévérification de ma comptable qui va devoir réceptionner ça et ensuite remplir ces champs-là pour la valider. En fait, les automatisations, il faut tout rédiger avant de manière à éviter de se lancer dans une aventure où vous ne savez pas vraiment où vous voulez aller. Vous notez tous les éléments et là, ça va vous permettre de prendre les bonnes décisions pour arriver au bon résultat. Si vous partez dans un process où j'ai envie de faire ça et puis en fait, à la fin, vous vous dites bah, j'aurais dû faire ça avant, j'ai oublié de faire ça, il me manque ça et ça va être un vrai bourbier. Donc, on revient là-dessus. On a reçu les données de NRCOP. Donc là, on reçoit quoi pour NRCOP? On reçoit de la part de Phantom Buster toutes ces données-là, avec la localisation, le nom, le prénom. On va aller chercher en fait dans Monday si l'organisation NRCOP est bien rattachée. On voit que c'est NRCOP. Oui. On va parser les données. Donc là, on obtient chargé de communication, autrice, plein de données. On va ensuite utiliser OpenAI. On va lui envoyer une requête. La requête, c'est quoi? La proposition de valeur du client que j'avais fait, l'entreprise, et ensuite, on demande le résultat, si ça correspond bien. Et ce qui se passe dans Monday, très rapidement, c'est que c'est en train de me créer tous mes prospects ici. NRCOP, communication, priorité, LinkedIn, prénom, nom, le titre, la localisation, la vérification des adresses mail pour s'assurer qu'elles sont bien bonnes. Donc là, par exemple, on voit que ça passe en attente. Mais là, j'ai envie de faire génération, 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 génération. Eh bien, on va aller vérifier automatiquement les données. Et en fait, on se rend compte que voilà, j'ai les adresses mail des personnes et je peux ensuite assigner potentiellement une campagne marketing en disant bah, je veux que cette personne, c'est une campagne annonceur. Je peux choisir l'ID, la génération de la campagne. Et donc, le prospect que j'ai récupéré sur LinkedIn, que j'ai fait traiter par l'intelligence artificielle
et où j'ai permis de retrouver l'adresse mail, je peux les assigner à des campagnes et faire du marketing automation de qualité. Est-ce que ça dépend quel compte bancaire, Françoise? Ça dépend quel outil. Vous pouvez avoir par exemple Revolut qui fait de l'open banking. Vous pouvez utiliser Stripe pour recevoir des paiements et ensuite les rediriger sur votre compte. Vous avez plein de solutions. Voilà. Est-ce que c'est clair ce que je vous ai présenté? Parce que je suis très emballé et Marianne l'a dit, je suis super avancé, donc pour moi c'est genre super simple. Et j'ai l'impression que ça peut être un peu compliqué pour certains. Donc, ok. Donc, là, on le voit, on va parler de ça. La question de la délivrabilité des mails. Quand vous faites une campagne marketing et que vous avez, admettons, une base de données de 10 000 mails, vous êtes super content parce que vous dites, ouais, je suis content, j'ai récupéré une base de données, j'ai 10 000 mails. Le problème, c'est que les gens évoluent. Les gens changent de métier, les gens changent d'entreprise, d'organisation. Donc, la donnée que vous pouviez avoir aujourd'hui, en fait, ça se trouve dans 3 jours, elle est plus valide parce qu'en fait, la personne, elle a bougé. Donc, l'idée de passer à chaque fois par LinkedIn, c'est que LinkedIn, c'est un peu comme son identité numérique professionnelle. Quand une personne change d'entreprise, elle change son LinkedIn. Et généralement, son ID LinkedIn ne change pas. Donc, quand on a son ID LinkedIn, 6 mois plus tard, moi, je peux reprendre toute ma base de données prospects et la mettre à jour en disant qui a changé de boulot, qui a changé d'organisation, qui a fait qui a fait quoi. Est-ce que cette personne est toujours légitime dans mon secteur d'activité par l'intelligence artificielle et par la captation des données sur LinkedIn. Et donc ça, là, on voit toutes les personnes qu'il y a de chez Enercop. Donc je crois que c'est Jacques qui avait demandé ça. Et Jacques, voilà, Sophia Sorian Koenig qui travaille chez Enercop, dont le profil LinkedIn est ici, je ne suis jamais allé le voir, eh bien, je peux l'analyser. Je vais vous montrer un autre truc qui est encore une fois complètement fou. Claire, les données sont accessibles sur LinkedIn, c'est des données publiques. Après, vous avez techniquement l'obligation, quand vous faites de l'acquisition de données de personnes, de notifier la personne comme quoi vous avez des données chez elle. Je ne vais pas rentrer dans ce process parce que c'est très long, mais c'est une obligation. Ensuite, je vais vous montrer un autre truc qui m'a, moi, beaucoup amusé. Alors après, c'était où? Parce que ça, j'avais fait un truc vraiment fou là-dessus. Alors, c'est où? Je vais vous montrer plutôt le process que j'avais fait pour expliquer. Hop, ici. Voilà. Donc ça, si vous voulez que je vous montre un process, par exemple, que vous devez rédiger, quand vous voulez faire un process, ça, c'est un process à rédiger. Quand on a une nouvelle organisation, un nouveau client, on veut aller chercher ces données, on récupère toutes ces données. Quand on a cette donnée, on enclenche celle-ci. Et là, c'est par exemple une requête pour Phantom Buster qui est, celle-ci. Là, voilà ce que l'on obtient pour Phantom Buster quand on scrape LinkedIn. D'accord ? On obtient tout ça. Eh bien, ensuite, moi, je vais faire une qualification des process. Et la qualification, ça va être ça. Ça va être, tu es un data analyst, tu travailles pour une professionnelle ici, des agences d'intérim, parce que je lance une plateforme d'emploi à côté. Alors, je ne peux pas zoomer plus, malheureusement, Darine, mais on va récupérer tous ces éléments. Et là, en fait, je vais demander à l'IA de me catégoriser tous les éléments. Et en fonction des données que je récupère, j'ai un autre process qui s'enclenche, dont celui-ci, qui est me rendre sur le process, le profil LinkedIn de la personne et de l'analyser. Elle vient d'où, elle fait quoi, c'est quoi sa personnalité, qu'est-ce qu'elle a publié comme contenu, qui elle est, d'où elle vient, pour avoir un maximum d'informations. Ce qui, derrière, permet en fait de générer du mail marketing automatisé ultra pointu. C'est-à-dire que, par exemple, j'ai envie de cibler Marianne. Je ne suis jamais allé sur son profil LinkedIn. Pourtant, mon IA a analysé son profil LinkedIn et a permis de définir que Marianne, elle faisait ça, 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 et que je pourrais la contacter en lui sortant ce message et que ces fonctionnalités que je fais pourraient davantage l'intéresser. Je n'ai jamais regardé ce que faisait Marianne, mais mon IA l'a fait pour moi. Et Marianne, elle est super contente parce qu'elle se dit « Waouh, Martin, il s'est renseigné sur moi ». Pas du tout. C'est mon intelligence artificielle qui l'a fait. Voilà. C'est un exemple. Même si j'ai très envie de me renseigner sur ce que fait Marianne. Je ferme juste. Alors, je tiens absolument. L'idée, c'est que vous ne rédigez pas vos process. Il y a 2 risques à ça.
Quand vous ne les rédigez pas et quand vous ne les documentez pas, c'est quand vous devez remettre l'année dedans 3 semaines, 1 mois après, vous savez plus ce que vous avez fait parce que on fait plein de choses dans la vie et c'est un problème. Donc, ça veut dire que sur Make, je vais prendre par exemple, je vais arrêter ce process-là pour vous le montrer. Vous montrer un autre élément que je fais pour un client. Donc, je vais essayer de partager ça proprement. L'idée, c'est toujours tout documenter. Si vous ne documentez pas ce que vous faites, vous l'oubliez. Si votre client veut le reprendre ou que votre organisation veut le reprendre, elle ne comprend rien. Et le bon travail d'une personne qui travaille, enfin la bonne façon de travailler dans le no-code ou dans le dev, c'est de documenter. Si on ne documente pas, c'est horrible. Personne ne comprend rien. Vous revenez dessus 6 mois plus tard, vous savez plus ce que vous avez fait, pourquoi les variables n'ont pas le bon nom. Donc, on va prendre cet exemple-là. Ça, c'est un process que j'ai fait pour un client. Et tout ici a été documenté. Création budget provisionnel, structuration budget provisionnel, budget nanana. On a le nom de l'axe du formulaire de candidature qui est mis en haut. On va avoir ici, par exemple, le parsing des données avec les variables, subvention, mécénat, adhésion, les noms. Tout est labellisé de manière à ce que demain, j'ai envie de remettre un œil dedans. Je sais ce que j'ai fait, comment je l'ai fait, pourquoi je l'ai fait. Et si quelqu'un veut le reprendre parce que le client n'a plus envie de travailler avec moi, tenez, faites-vous plaisir, tout est documenté. Vous allez mettre 3 jours pour comprendre la logique, etc. Mais tout est documenté, j'ai fait mon travail et je l'ai fait de la meilleure manière possible. Voilà. Donc ça, c'est un exemple. Ensuite, je crois qu'il y avait Jacques qui posait la question, si tu veux un projet pour une entreprise, est-ce que c'est en général un one-shot ou est-ce que tu peux continuer à facturer des choses par la suite? Alors justement, ça c'est dans le cas du dev. Moi, je suis plutôt partisan de travailler sur le long terme avec des organisations parce qu'il y a plein de choses à faire dans une organisation. Par contre, quand vous avez par exemple un tarif jour, admettons, on va prendre un chiffre, 500 € par mois, par jour, et que vous travaillez 10 jours pour une organisation par mois, vous n'allez pas leur facturer 5 000 €. Vous allez peut-être leur facturer 4 000 parce que vous avez de la récurrence et qu'il y a un contrat qui s'étale sur plusieurs mois. Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est-à-dire que moi, je travaille avec un prestat qui me dit je suis à 500 € au jour et je lui dis je te prends 6 mois. J'attends que la personne me fasse une remise parce que je lui offre de la régularité et que la régularité veut aussi dire de la sécurité. Vous savez que vous avez un contrat qui dure 6 mois. Si c'est une mission one-shot, c'est plein pot. Derrière, c'est toutes les options, etc., qui peuvent être mises. Mais parce que simplement, je n'ai pas l'assurance de travailler encore avec la personne. Donc voilà, moi aujourd'hui, j'ai plein de contrats et de clients avec qui je travaille de manière régulière parce que je connais le système, parce que ça me permet, en fait, je connais l'entreprise, donc c'est beaucoup plus simple que de travailler sur du one-shot, sur des projets où c'est pas toujours très clair, c'est un peu difficile. Et si vous êtes freelance, je vais vous donner ce tips. Un client qui négocie vos tarifs, c'est un client avec lequel il ne faut pas travailler. Moi, les clients avec lesquels je travaille qui négocient les tarifs, c'est des clients ou des prospects avec lesquels je ne travaille pas, parce que c'est par définition les clients les plus chiants. Vous négociez le tarif, ça veut dire que la mission, elle n'a même pas commencé, que c'est déjà un enfer et qu'en fait, vous ne valorisez pas ma valeur et que vous n'êtes pas prêt à investir vraiment sur vous. Voilà. J'ai beaucoup parlé, Marianne, désolé. Non, mais c'était très intéressant, puis c'était pas que c'était énormément de démos, hein. De toute façon, donc, très concret. J'ai été en train de vous écrire dans le chat pour ceux que ça intéresse, en fait, le freelance, surtout en no-code. Je vous mets le lien d'un webinaire qu'on a déjà fait avec Pauline, qui est freelance no-code. Je le rajoute dans le chat. Et il y avait aussi Martin, je sais pas si tu les as toutes faites, il y a des gens qui ont posé des questions, ouais, je les vois. Alors Grégory, combien de temps pour monter le process? Je pense que c'était le process de réunion. Ça m'a mis globalement 2 jours de boulot, 2-3 jours de boulot pour l'optimiser et faire des tests. Mais 2-3 jours, j'entends plein, hein, mais qu'on puisse faire de manière sporadique. Jacques, on a déjà répondu. Claire également. Et alors, comment je gère ma gestion de projet? Ça, je pense qu'il faudra faire un autre webinaire avec Maestro pour y répondre parce que c'est aussi un gros sujet. Ouais, c'est des gros sujets et là, on arrive à la fin de l'event et on n'aura pas le temps et ce sera plus frustrant qu'autre chose si Martin commence à montrer encore d'autres trucs. On va vous faire apparaître sur l'écran un dernier petit sondage sur votre envie de formation et merci Martin pour tout ce que tu as montré aujourd'hui. C'est hyper précieux et je pense que le chat était d'accord.
Nous, on se retrouve demain à midi et pas à midi et demi. Attention, parce que ce sera un event qui va durer 1h30 pour un event autour de comment construire son CRM sur Glide. Pareil, un truc très très pratique. Et voilà. Et comme je le disais, Osvan reste dispo si vous avez des questions sur la formation. Merci encore Martin. Merci encore tout le monde pour toutes vos questions, votre réactivité dans le chat. C'est ce qui a rendu cet event aussi, je pense, aussi bien et aussi intéressant. Et a permis que ce soit bénéfique au plus de monde possible. Et puis, je vous souhaite une super pause déj pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné, comme et moi, j'imagine. Et puis, on se retrouve demain à midi. Bon après-midi et merci encore tout le monde. Merci à vous.